Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vois l'énergie, je sens la fébrilité. Je vous remercie beaucoup de votre attention, même si on a tellement envie de parler avec les uns et les autres qu'on n'a peut-être pas vu depuis plusieurs mois dans certains cas. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à la deuxième... Oh, pardon, on y va. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à la deuxième édition du Sommet sur les dépendances. Mon nom, c'est Karine Bertrand. Je suis directrice scientifique de l'Institut universitaire sur les dépendances et également professeure au programme d'études et de recherche en toxicomanie, ici même au campus Longueuil de l'Université de Sherbrooke. Je vais agir à titre de maîtresse de cérémonie tout au long du sommet. On ne m'entend pas, d'accord? Bien, ça me permet de... Merci. On voit ici le travail collaboratif qui s'amorce. Alors, attendez, je vais m'approcher du micro. C'est bon? Fait que je vais collaborer avec le micro en me collant. Hein? On n'a pas peur de ça, se coller. Vous êtes prêts, tout le monde? Alors, on sonne le départ officiel. Bonjour, donc, bienvenue à nouveau. Bienvenue à la deuxième édition du Sommet sur les dépendances. Je vais me représenter au cas. Je m'appelle Karine Bertrand. Je suis directrice scientifique à l'Institut universitaire sur les dépendances et professeure ici au programme d'études et de recherche en toxicomanie au campus Longueuil de l'Université de Sherbrooke. J'agirai à titre de maîtresse de cérémonie tout au long du sommet. Je suis vraiment heureuse de vous accueillir en si grand nombre. Après 2 ans et demi de pandémie, ça fait vraiment du bien de vous voir. Vous avez les places pour assister au sommet ont été très convoitées. On se serait cru dans un show rock. Alors, on va tenter l'année prochaine, pas l'année prochaine, mais à la prochaine édition, dans 4 ans, de vraiment planifier une salle encore plus spacieuse puis d'augmenter le nombre de personnes en présence. Je pense que ça répond clairement à un besoin. On a également plus de 300 personnes à distance que je salue également. Vous pouvez assister à l'événement et n'hésitez pas dans le chat de nous dire de quelle région vous provenez. La magie de la technologie nous permet d'avoir des gens de partout au Québec. Puis je pourrais saluer quelques régions là, grâce à votre participation via le chat. Je tiens également à souligner avec grand enthousiasme la présence dans la salle et en ligne de nombreuses personnes et organisations des premiers peuples. Coué à vous. Nous pourrons notamment avoir l'occasion de vous entendre sur des pratiques, des résultats de démarches de recherche collaborative également qui vous impliquent. Je suis vraiment très heureuse de ça. Par le fait même, permettez-moi de reconnaître au nom de toutes les personnes présentes que nous sommes situés aujourd'hui sur le territoire non cédé, notamment des Mohawks, la nation Yagnon-Guéhaga, qui sont les nations gardiennes des terres et des eaux de ce territoire. Diohagé, le Grand Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui par une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples qui y résident. Nous reconnaissons également les nombreuses communautés des premiers peuples, métis et inuits, dont les traces ont marqué ces terres depuis des générations. C'est avec respect. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez maintenant? Oui, ça va. Donc, c'est avec respect et gratitude que nous nous rassemblons ici aujourd'hui. Est-ce qu'on a quelques feedbacks ou on attend un petit peu pour les régions? Je vais attendre un petit peu. Pour cette deuxième édition du sommet, le comité organisateur a souhaité mettre de l'avant des regards croisés et une prise de parole multiple. L'idée étant de nous assurer d'un regard à 360 degrés sur les différents enjeux, défis et innovations qui concernent la dépendance. Ainsi, une partie importante des présentations qui auront lieu durant les 2 prochains jours donne la parole à plusieurs acteurs différents, incluant des chercheurs, des experts provenant des milieux de pratique, gestionnaires, intervenants, du milieu public, communautaire de différents secteurs, en plus des experts de vécu. D'ailleurs, pour cette édition, je suis heureuse de souligner que les personnes qui détiennent un savoir expérientiel sont d'ailleurs nombreuses dans la salle, à distance via Zoom et parmi les conférenciers et conférencières. Durant les 2 journées qui viennent, c'est donc près de 70 présentations différentes, donnant la parole à 230 conférenciers et conférencières qui auront lieu. Je suis impressionnée par le nombre, la qualité des propositions reçues qui témoignent vraiment de la vivacité des collaborations que nous avons établies au fil du temps entre les différents acteurs concernés, toutes et tous engagés afin de contribuer à l'amélioration de l'accès et de l'adéquation des services en dépendance. On a également des gens de partout au Québec qui sont présents, qui sont déplacés. Merci. En ligne, est-ce qu'on a quelques éléments? Oui. Les Laurentides, on les salue. Gatineau, Lanaudière,
le Lac-Saint-Jean, l'Abitibi, Québec, Rimouski, l'Estrie, la Montérégie, les îles de Madeleine. Alors, c'est déjà beaucoup et je suis certaine qu'on en oublie. On vous salue toutes et tous. Merci d'être là à distance. Merci pour ceux aussi qui sont déplacés. On aura donc des échanges très riches. On a eu plusieurs belles expériences qui se sont déployées dans les dernières années. Ce sera l'occasion de partager les expertises, mais aussi de se projeter en avant puis de réfléchir des défis pour la suite. Avant de poursuivre, je prends un moment pour transmettre en mon nom et en celui de tous les membres de l'organisation du sommet toutes nos pensées pour les proches, la famille, les amis et les partenaires qui sont affectés par le décès d'Alexandra Dekiewicz, dont l'engagement pour la défense des droits des personnes utilisatrices de substances est vraiment exceptionnel. Un hommage lui sera rendu cet après-midi avant la conférence de fermeture. Pour ceux qui le souhaitent, tout au long de la journée, vous pouvez signer un livre d'art qui est à la table d'accueil dans le corridor. Enfin, organiser cet événement n'a pas été une mince affaire. Il est le fruit de la contribution de nombreuses personnes. Je souhaite donc remercier toutes les personnes impliquées dans l'organisation du sommet, qui rassemble 8 partenaires officiels. Donc, merci à l'ensemble des partenaires, l'Association des intervenants en dépendance du Québec, l'AIDQ, l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance, l'AQCID, l'Initiative canadienne de recherche en abus de substances, le CRISM ou ICRA, selon la langue de l'acronyme, l'Institut universitaire sur les dépendances, le partenariat de recherche communauté sur la réintégration socio-communautaire Réseau 1635, l'équipe de recherche du risque, l'équipe de recherche Hermès et le Centre québécois d'excellence pour la prévention et le traitement du jeu. Un merci également spécial pour le ministère de la Santé et des Services sociaux qui est impliqué dans le comité organisateur et qui a offert un soutien financier au sommet. Enfin, je tiens tout particulièrement à souligner le travail colossal de José Boisvert et de Geneviève Fortin qui ont travaillé d'arrache-pied pour que nous soyons tous réunis aujourd'hui avec une aussi riche programmation. Un grand merci. Une petite pensée à Geneviève pour qui c'est l'anniversaire pour ses 40 ans d'ailleurs et qui travaille très fort malgré tout pour nous. Nous sommes maintenant prêts à commencer. Alors, j'invite donc pour la conférence d'ouverture du sommet Marie-Louise Beaulieu-Bourgeois, directrice des services en dépendance et en itinérance au ministère de la Santé et des Services sociaux, qui va nous présenter bilan et perspectives d'avenir du plan d'action interministériel en dépendance 2018-2028 vers la réduction des méfaits. Alors, je vous prie de l'accueillir, Marie-Louise Beaulieu-Bourgeois. Merci, Karine. Est-ce que vous m'entendez bien? Wow, vous êtes beau! Je suis contente d'être ici. 4 ans la dernière fois que je suis venue vous présenter le plan d'action interministériel sur les dépendances pour prévenir, réduire, traiter les conséquences associées à la consommation de substances psychoactives, la pratique des jeux de hasard et d'argent et l'utilisation d'Internet. Donc, je vais le dire une fois, là, mais je ne le redirai pas. 4 ans qu'on s'est vus, je repensais à ça en préparant mon bilan, mon mot d'aujourd'hui. Puis je me dis, c'est fou comment il s'en est passé des choses en 4 ans. J'ai le goût de vous ramener un petit peu là, où est-ce qu'on était à cette époque-là. COVID n'existait pas. Le Canada était à l'aube de légaliser le cannabis. On ne l'avait pas encore légalisé. Si je me souviens bien, on était le 1er octobre au premier sommet sur les dépendances. On le légalisait le 25 octobre. Donc, on était vraiment sur le point de la légaliser. Cyberdépendance, ça commençait à peine à être dans les préoccupations nationales. Bien sûr qu'on avait ces préoccupations-là, mais on était dans les balbutiements des réflexions sur ce qu'on devait faire au niveau national pour agir sur cette problématique-là. À l'époque, on connaissait déjà la nécessité d'agir sur les surdoses. Vous vous souviendrez, on lançait au même moment que le plan d'action la stratégie nationale 2018-2020 pour prévenir les surdoses d'opioïdes puis y répondre.
Depuis, ben, les besoins ont largement dépassé l'offre. Il y a une diminution avec la pandémie de la qualité des substances sur le marché noir, une augmentation des surdoses, une augmentation des demandes des services, une complexification des problématiques. Ça montre, tous ces exemples-là, à quel point on a besoin d'agir rapidement, de s'adapter, de toujours être à l'affût et agile pour toujours mieux répondre aux besoins de la population. Donc, il nous reste un travail colossal à faire pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés sur 10 ans dans le cadre du plan d'action. Avant de vous ramener là, dans ce retour-là sur le bilan puis sur les perspectives d'avenir, je des tests. On dirait que je suis sur l'hélium. Avant de se lancer dans le bilan et les perspectives, je veux, comme le disait Karine, souligner le travail exceptionnel des organisateurs du sommet sur les dépendances. 700 personnes inscrites, c'est magistral. Je nous sens vraiment tout le monde ici investi d'une mission, celle de lutter contre les dépendances pour bâtir une société plus inclusive. C'est vraiment comme ça que je nous sens aujourd'hui. Donc, merci d'être là. Merci surtout aux personnes. C'est déstabilisant. Merci aux... Merci. Je vais parler fort pour que vous m'entendiez jusque dans le fond. Je veux d'abord parler aux personnes qui vivent cette problématique-là, qui luttent contre les dépendances. Je pense que la plus grosse lutte qu'on fait ensemble, c'est une lutte contre les stigmas. C'est pas une lutte contre la substance, c'est pas une lutte contre le jeu, contre l'écran, c'est vraiment une lutte contre la stigmatisation. Les personnes qui vivent avec cette difficulté-là n'ont pas à vivre le jugement de tous. Vous êtes nos principaux partenaires. Le plan d'action est venu l'énoncer clairement. C'est vous qui êtes au cœur de notre bataille. Donc, merci puis bravo de le faire avec engagement. Je veux aussi souligner, saluer les proches de ces personnes-là. Vous êtes nos alliés. On a besoin de vous dans notre lutte. Puis tous ceux qui prennent la parole par leurs gestes, par leurs paroles là, pour faire reculer la stigmatisation. Je ne sais pas s'il y a des journalistes ici, mais si c'est le cas, on a besoin de vous dans cette lutte-là. La connaissance, la collaboration, la bienveillance, c'est exactement ce dont on a besoin pour bâtir la société inclusive qu'on veut bâtir ensemble. J'ai le goût de prendre une petite minute pour parler de mon équipe. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps là-dessus, mais je veux quand même que vous sachiez à quel point je me sens choyée d'avoir l'équipe ministérielle qu'il y a actuellement derrière vous dans ce combat-là. Je vois d'ailleurs quelques personnes dans la salle qui m'en veulent peut-être d'aller leur voler leur expertise, mais je veux vous dire merci. La lutte, on l'a fait ensemble, puis je sens que vous contribuez par ce petit don-là que vous m'avez fait. Donc, merci beaucoup. L'équipe ministérielle, c'est pas juste mon équipe. L'équipe de la DSDI, c'est aussi l'équipe de la direction de la santé publique qui sont nos précieux alliés dans ce combat-là. Ma direction sœur, la direction de la santé mentale, puis notre directeur général adjoint qui est aussi investi là, de cette même fougue-là que nous. Puis bien sûr, l'équipe qui travaille aussi à cette lutte-là, c'est l'ensemble du réseau de la santé des services sociaux, l'ensemble des organismes communautaires, tous les intervenants qui, au quotidien, accompagnent les personnes les plus vulnérables. Merci d'être au rendez-vous malgré tous les défis que vous rencontrez, qu'on rencontre au quotidien. Merci aux chercheurs, aux partenaires intersectoriels. Vous allez le voir aujourd'hui, la richesse des travaux en dépendance au Québec, c'est magistral. Donc, parler de beaucoup de personnes, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que le bilan que je viens vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas le bilan du gouvernement, c'est notre bilan. C'est le bilan de cette grande équipe-là qui travaille au quotidien pour faire en sorte qu'on arrive ensemble à réduire puis traiter les méfaits qui sont associés à la consommation de substances, à la pratique des jeux de hasard et d'argent, puis à l'utilisation des écrans. Donc, suffit les remerciements. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 4 ans?
J'aurais voulu, pour vous présenter les bilans, les avancées, vous présenter un beau petit PowerPoint, mais je connais mon équipe, c'est des petits coquins. Ça aurait été une occasion parfaite de me faire un coup, fait que j'ai décidé d'y aller pour prévenir et réduire les méfaits. Ils sont là, sont en avant, c'est les plus coquins. Je vous fais d'abord un rappel des grandes orientations du plan d'action, juste pour qu'on se les rappelle. Je vais vous mettre en lumière les grandes avancées, puis exposer les défis qui nous restent à accomplir ensemble. Donc, on se rappelle, les 3 premières orientations visent davantage la prévention. La première, développer la capacité des personnes à faire des choix éclairés en matière de consommation de substances, de pratique des jeux de hasard et d'argent et d'utilisation des écrans. À ce sujet-là, on a donné beaucoup d'informations, en particulier aux jeunes. Je veux quand même prendre le temps de parler de la semaine de prévention des dépendances qui s'est poursuivie encore cette année. Si mon compte est bon, mes collègues de la santé publique coordonnent cette année la 34e édition de la semaine des préventions des dépendances au Québec, la plus ancienne campagne du ministère de la Santé. La seule campagne nationale multiclientèle, multivolet. On a de quoi d'être fiers au Québec de faire de la prévention des dépendances chez les jeunes une priorité depuis autant d'années. Je pense que ça vaut la peine de le souligner. Les risques de surdose. Il y a diverses actions de communication qui ont eu lieu, particulièrement dans le contexte de la pandémie. En 2019 et en 2020, on a tenu une campagne qui a été présente jusque dans les festivals. À l'automne 2021, on a entendu à la télé, à la radio, sur Internet, notre campagne « Renverser les surdoses ». On peut tous agir pour sauver des vies. Des messages sur l'administration de la naloxone ont été également diffusés. Puis, concernant l'utilisation des écrans, on a notre collaborateur Capsana qui a mis en œuvre la campagne « Pose ton écran ». Je vous invite à aller consulter leur site Internet. C'est vraiment un exemple flagrant d'une utilisation positive des écrans. Concernant la première orientation, malgré tous les efforts qu'on a déployés, bien, on le constate, là, les risques, les conséquences demeurent une préoccupation d'actualité. Les manchettes des derniers jours l'illustrent très bien. On a donc besoin, au cours des prochaines années, de poursuivre, d'intensifier nos efforts, de continuer à s'assurer que tous les partenaires concernés aient une cohérence dans leurs messages puis leurs activités de communication. Là-dessus, il y a 4 ans, le ministère s'est engagé dans le cadre du plan d'action à agir comme leader pour s'assurer d'une cohérence dans les messages. Puis, bien, on attend bien là, respecter cet engagement-là. Deuxième orientation, on veut créer des environnements favorables à une saine gestion de la consommation. J'aurais pu m'étendre sur différents milieux, sur les salons de jeux, les casinos, ce qu'on a fait pour s'assurer que ces milieux-là soient sécuritaires, sur les milieux scolaires aussi, mais j'ai choisi de m'accorder un de test. J'ai choisi donc de m'attarder un petit peu plus aux services de consommation supervisés puis des centres de prévention des surdoses. Si on inclut tous les sites temporaires qui ont été mis en place en vertu d'une exemption temporaire à la loi qui réglemente certaines drogues et autres substances, c'est 13 sites dans 7 régions du Québec qui ont été mis en place. En termes de perspective, il y a plusieurs de ces sites-là qui sont actuellement auprès de Santé Canada pour en obtenir une exemption permanente. Pour ce qui est de l'orientation 3, on se rappelle qu'elle vise à bonifier les politiques publiques qui encadrent les substances, qu'elles soient légales ou illégales, les JHA et les écrans. On veut ici que ce soit le principe de la santé et de la sécurité publique qui prime. Un des meilleurs exemples, c'est la légalisation du cannabis. Le Québec, il y a 4 ans, s'est doté d'un modèle unique en matière de vente, d'encadrement de publicité. On a un monopole d'État qui, dans sa loi même constitutive, a ces valeurs-là de sécurité, de la santé, de santé et de sécurité publique. Pour ce qui est des substances illicites, je veux vous rassurer, on travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Justice et le ministère de la Sécurité publique pour réduire au maximum les conséquences qui sont associées à la judiciarisation. On est en dialogue constant pour améliorer nos politiques, tant pour les substances licites que pour les substances illicites.
Dans cette discussion, il est question dans une première étape de bonifier les programmes qui offrent une alternative à la judiciation, comme les PAGSM. On est en train de les adapter à la réalité des personnes qui sont aux prises avec un trouble lié à l'usage de substances, des jeux ou des écrans. Ce qui facilite beaucoup le travail, c'est que depuis peu, les soins et les services de santé en établissements de détention provinciaux, puis les services de psychiatrie légale qui incluent ces programmes alternatifs-là, sont maintenant sous ma responsabilité à la direction des services en dépendance et en itinérance. Donc, je suis confiante qu'on va faire des grands pas dans les prochaines années sur la question des enjeux de judiciarisation pour ces populations-là. Je pourrais aussi, en termes de politique publique, évoquer le travail qui est en train de se faire sur les Safer Supply pour un approvisionnement plus sécuritaire de substances. On a fait des grands pas durant la pandémie, plusieurs activités qui ont été mises en place pour assurer un soutien à l'ensemble des régions pour implanter ces pratiques-là d'approvisionnement plus sécuritaire. Puis, on va continuer nos efforts pour démocratiser cet accès-là puis s'assurer que l'accès soit encore plus facile. Quatrième orientation concerne l'offre de services pour les personnes qui répondent aux critères d'un trouble ou qui sont à risque d'y répondre. Au cours de l'année 21-22, c'est la plus récente année de données complète, c'est plus de 72 000 usagers différents qui ont reçu des services du réseau public, soit de la part des CLSC ou des CRD. Si on compare avec l'année pré-plan d'action, donc 17-18, c'est 65 % de plus de personnes. Ces données, bien sûr, n'incluent pas tous les services qui sont offerts par le milieu communautaire qui, on le sait, sont très efficaces pour rejoindre ces personnes-là. Au-delà des chiffres, ce que je suis le plus fière, puis qui, à mon sens, est le résultat direct des orientations qui sont inscrites dans le plan d'action, c'est qu'on est sorti de nos murs. Les intervenants sont sortis de leurs murs. On est allé rejoindre les personnes dans les milieux qu'ils fréquentent, dans leur milieu à eux. Ça, c'est grâce à votre travail acharné, au travail des gestionnaires, des intervenants. On le sait que ça demande de l'adaptation, de l'agilité, mais vous y êtes parvenus. Donc, vraiment là-dessus, c'est vraiment un sentiment de fierté. Avec l'aide des organismes communautaires, on est allé rejoindre les jeunes directement dans leur milieu scolaire. On leur a offert un accès intégré à l'aide des aires ouvertes. On est allé rejoindre les personnes en situation d'itinérance dans les rues, particulièrement depuis la sortie du plan d'action interministériel en itinérance, dans lequel on a dédié spécifiquement des sommes en dépendance pour aller rejoindre ces personnes-là. Pour les joueurs, on a resserré nos collaborations avec l'Auto-Québec, facilité le maillage entre les casinos, les salons de jeu et les services, avec une super collaboration de notre collaborateur des lignes téléphoniques genre Jeux à des références. Pour les services spécialisés, on a, depuis le lancement du plan d'action, ajouté une intensité de service pour les jeunes pour éviter de les déraciner de leur famille. Ce n'est pas banal, les services externes intensifs. Donc, ça, c'est une avancée majeure qu'on a faite. On a confirmé en 2018 avec le plan d'action aux établissements qu'ils avaient maintenant la responsabilité d'offrir des services aux personnes qui ont un trouble lié à l'utilisation des écrans ou qui sont à risque d'en développer un. Dernièrement, on a d'ailleurs soutenu financièrement pour s'assurer qu'ils aient les leviers pour assumer ces responsabilités-là. Pour ce qui est du traitement de la dépendance aux opioïdes puis la gestion de l'intoxication du sevrage, vous vous souviendrez qu'il y a 4 ans, on avait fait de ces services-là une cible prioritaire, augmenter l'accès à ces services-là. On a, en 2018, à la sortie du plan d'action, réservé 12,5 millions de dollars pour l'atteinte de cette cible-là. Ça montre à quel point c'est prioritaire pour nous et ça le demeure. Malgré tous les efforts que vous avez déployés au cours des 4 dernières années, on demeure avec un enjeu d'accès principalement dû à des enjeux de couverture médicale et infirmière. Je veux que vous m'entendez bien là-dessus. Pour les prochaines années, ça va devenir ma priorité de s'assurer de combler ces découvertures-là. Les défis sont grands, particulièrement dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. À mon sens, on doit tout faire pour améliorer l'accès aux services pour les personnes les plus désaffiliées. En faisant le bilan des avancées, j'ai réalisé qu'il y a 3 sous-groupes de personnes aux besoins particuliers qui ont été identifiés dans le plan d'action qui nécessitent attention, notre plus grande attention.
Les jeunes, les personnes aux prises avec une problématique complexe qui tendent à se chroniciser, puis les personnes judiciarisées. Ces 3 sous-groupes de personnes-là ont comme particularité le fait qu'on doit travailler en interdisciplinarité, on doit travailler en collaboration. Elles ont en commun d'avoir des problématiques complexes. Une réponse adéquate à leurs besoins va nécessiter un travail de concertation sans précédent. C'est à ça qu'il va falloir s'atteler dans les prochaines années. L'orientation 5 vise le développement et le transfert des connaissances. Je peux vous confirmer que nos chercheurs québécois ont été très actifs dans les dernières années. Vous allez en entendre quelques-uns dans ce sommet au cours des prochaines heures. Depuis 2018, plusieurs financements ont été accordés pour le développement des connaissances, l'élaboration de programmes de formation. Vous allez en entendre plein aujourd'hui. J'en nomme des exemples, Mes choix, EISD, le programme pour les joueurs pathologiques, le programme pour les personnes qui ont une utilisation problématique d'Internet. Ce que je veux pour l'avenir, c'est avoir un programme de recherche plus structuré. On a des actions concertées sur les impacts socio-économiques des jeux de hasard et d'argent au Québec depuis plus de 20 ans. On n'a pas encore la chance de compter sur une programmation de recherche qui soit cohérente à la vision intégrée des dépendances du plan d'action. À ce titre, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'enfin, on y arrive. On aura l'opportunité à compter de l'an prochain de compter sur une action concertée en dépendance grâce à une entente de 15 millions de dollars qu'on vient de conclure avec le FQRSC. Il s'agit d'un levier important pour les prochaines années. Orientation 6, j'achève, vise le développement et le soutien de l'expertise clinique. Une des choses qui m'a le plus marqué lors du sommet sur les dépendances il y a 4 ans, c'est que quand je parlais aux gens entre les ateliers, j'avais le sentiment qu'il y avait une solitude qui se vivait de nos intervenants, de nos gestionnaire. Il y avait une perte de sens au quotidien. On se rappelle, on était en 2018, 3 ans après la réorganisation du réseau. Il y a des gens qui m'apostrophaient, qui me parlaient de leur charge de travail, de leur manque de soutien, du manque d'expertise qu'il y avait dans leurs organisations. Suivant le dernier sommet, c'est devenu ma priorité numéro 1. Pour que la vision du plan se concrétise, il faut mettre en place des structures de soutien fortes qui s'adaptent à l'évolution rapide de la situation. Tous les partenaires ont mis la main à la pâte pour y arriver, avec un leadership soutenu de l'Institut universitaire sur les dépendances. Bravo, merci d'être là. On a renforcé, consolidé la coordination nationale du programme de formation en dépendance, la communauté de pratique médicale en dépendance. Le CHUM a mis en place avec la collaboration de l'IUD le Centre de collaboration et d'expertise sur les troubles concomitants. Plus récemment, en pleine pandémie, on a mis en place l'équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et la table de gestionnaires cliniques et organisationnels en dépendance. 2 structures complémentaires qui ont un objectif commun, soutenir les gestionnaires cliniques dans la mise en œuvre des meilleures pratiques au Québec en dépendance. Mon objectif des prochains mois, ça va être de consolider ces structures-là, d'assurer le maillage étroit entre chacune d'elles, puis dans une vision de complémentarité. Ouf! 4 ans en 30 minutes, c'est intense. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé. J'aimerais conclure sur 3 grands défis qui nous attendent pour la deuxième moitié du plan d'action. Premier, on fait juste commencer à constater les impacts de la pandémie. Il faut s'attendre à avoir de plus en plus de cas, des cas de plus en plus complexes. Puis, dans ce contexte-là, on va devoir affronter la difficulté à gérer cette augmentation-là des demandes de services en dépendance puis la complexification en plein contexte de pénurie de main-d'œuvre. On devra faire mieux avec moins. Ça va nous demander d'unir nos forces, de travailler de manière intégrée en collaboration. 3e défi, je ne peux pas passer sous silence, le tabou. Sur ce dernier point, j'ai lu un papier de Jean-Sébastien Fallu dernièrement. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, Jean-Sébastien, t'es-tu là? Allô, Jean-Sébastien! Mon auto-dévoilement, je vous invite à aller le lire. C'est un papier qui invite les gens à utiliser leur notoriété, leur pouvoir d'influence pour provoquer un changement puis lutter contre la stigmatisation. Vraiment inspirant, Jean-Sébastien, comme article, bravo. Loin de moi l'idée ici d'inviter tous ceux qui, comme moi, ont déjà consommé, ont déjà joué aux jeux de hasard et d'argent, ont déjà utilisé des écrans, ont déjà vécu un problème lié à ces pratiques-là, à lever leurs mains.
Je ne forcerai personne à faire son coming out. Mais si jamais l'envie vous prenait, je veux que vous sachiez qu'on est ici dans un espace sécuritaire à l'abri de la stigmatisation. Donc, n'hésitez pas à faire comme Jean-Sébastien et moi, puis levez votre main pour faire votre coming out. Bon sommet, tout le monde.